Fêter les 80 ans du droit de vote des femmes en France est un anniversaire ambivalent, puisque ça veut dire que c'est à hauteur de vie humaine que les femmes peuvent voter et être élues en France. Il y a encore des témoins d'ailleurs de ce moment de joie et d'émotion qu'elles ont eu, des centenaires qui disent leur sens vraiment d'un moment de l'histoire, de pouvoir être électrice et éligible, de pouvoir participer vraiment à la vie de la cité. Il est aussi important de se rappeler que non seulement c'est récent, mais qu'en plus ce droit a été obtenu à travers un article, l'article 17, d'une ordonnance portant organisation des pouvoirs à la libération, donc c'est l'ordonnance du 21 avril 1944, grâce à l'amendement du délégué communiste, Fernand Grenier, puisque si ça avait été que du général de Gaulle, il y aurait eu le droit d'éligibilité, donc il reconnaissait à travers l'apport des résistantes qu'il pouvait y avoir des femmes exceptionnelles, mais il ne reconnaissait pas que les femmes et les hommes avaient autant le droit de participer à la vie de la cité. Donc il y avait eu des votes à partir de 1919 à la Chambre des députés, mais qui n'avaient jamais été validés et qui n'étaient jamais passés par le Sénat. Donc c'est vraiment par ordonnance que les femmes françaises obtiennent le droit de vote. C'est intéressant, alors que c'est un sujet qui est discuté depuis la Révolution française. Bien sûr, on se rappelle d'Olympe de Gouges et de sa déclaration de la femme et de la citoyenne, puisqu'elle avait bien compris que les femmes n'étaient pas intégrées dans la déclaration des droits de l'homme. Et puis il y a eu différentes mobilisations à toutes les révolutions qui ont jalonné l'histoire française, mais aussi les suffragettes. C'est vraiment la suite d'une bataille, d'une mobilisation au cœur d'une incohérence fondamentale dans l'exclusion des femmes de la capacité de voter et d'être élues. Dans la littérature en sciences politiques, on appelle le gender gap le différentiel de vote entre les femmes et les hommes, donc le fait que le sexe des électeurs est un critère du vote. C'est assez compliqué, on a déterminé plusieurs phases depuis le premier vote des femmes en française en 1945. Il y a eu un premier temps qu'on a qualifié de temps d'apprentissage où les femmes votaient moins, donc elles s'abstenaient plus et elles votaient plus conservateur. Ensuite, il y a eu un temps qu'on a appelé, à partir des années 1960, le temps du décollage, où là, avec aussi une proximité en termes de profil socio-professionnel plus grand des femmes, on a une convergence entre le vote des femmes et des hommes. Puis, on voit que les femmes votent moins conservateur, justement, il y a un retournement du gender gap. Elles ont un léger survote donc dans les années 80, mais pas qu'en France, aussi dans les pays occidentaux de manière plus large, dans la démocratie occidentale. Il y avait ce qu'on appelait le radical gender gap, le fait que les femmes votaient moins à l'extrême, à droite en particulier. Mais on voit qu'à partir de 2012, là aussi, il y a très peu de différentiel, voire pas de différence entre le vote des femmes et des hommes pour l'extrême droite. On voit quand même à la dernière élection présidentielle, il y a un gender gap qui s'est remis en place par rapport au vote Zemmour, avec un différentiel marqué entre les femmes et les hommes, et puis ce qu'on appelle peut-être l'émergence d'un gender gap moderne, avec le fait que les femmes votent plus pour les partis et pour les candidats progressistes, dans une période qu'on peut qualifier de backlash sur les avancées, en particulier en termes de féminisme, de droits des femmes et d'horizon d'égalité entre les femmes et les hommes. Dans les différents pays dans le monde, on voit bien qu'il y a encore une sous-représentation des femmes dans les postes à responsabilité, en politique, mais pas seulement, aussi dans le monde économique. On est en moyenne à 10% si on compte la proportion de femmes chefs d'État ou chefs de gouvernement dans le monde. On est à un quart en ce qui concerne la proportion de parlementaires ou de ministres. Donc on voit bien qu'on n'est pas encore à une répartition équilibrée des femmes et des hommes dans les postes à responsabilité politique de manière générale. Et si on fait un focus sur la France, on a dû modifier la Constitution en 1999, voter les lois dites sur la parité depuis, qu'on a de plus en plus affinées, pour aboutir à ce que dans les communes concernées par la loi, les communes de plus de 1000 habitants maintenant, on soit quasiment autant de femmes que d'hommes, aussi dans les exécutifs. C'est le cas pour les régions, les conseils régionaux, les départementales. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on est encore dans une division qu'on peut dire genrée, à la fois en termes horizontale et verticale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes n'ont pas les mêmes portefeuilles, pas les mêmes délégations. On le voit au gouvernement, puisqu'il n'y a aucun ministère régalien, par exemple, qui sont aujourd'hui coordonnés, dirigés par des femmes, mais aussi dans les municipalités. Il y a vraiment une répartition où ce qui est associé au féminin historiquement
historiquement avec une construction sociale très claire, c'est-à-dire le rapport à la famille, à l'enfance, aux soins est plus assigné aux femmes, alors que le fait de trancher, par exemple le fait d'être adjoint aux finances, est plus associé aux hommes. Donc c'est cette division qu'on pourrait dire horizontale, mais qu'on retrouve dans la répartition des secteurs de métiers, par exemple, aussi, et l'orientation scolaire. Donc c'est un miroir grossissant, le monde politique. Et puis division aussi verticale, puisque ce qu'on voit, c'est que plus on monte vers le pouvoir et moins il y a de femmes. C'est aussi le cas dans le monde professionnel. Et on voit bien qu'il n'y a jamais eu de femme chef d'État. C'est la première fois qu'on a une femme à la tête d'une assemblée parlementaire, à l'Assemblée nationale, avec Yaël Braun-Pivet. C'était la deuxième fois qu'on avait une chef de gouvernement. Et quand on regarde, il y a un maire sur 5 uniquement qui est une femme. Dans les départements, alors qu'il y a des binômes paritaires, on n'est qu'à 20%. On se retrouve avec, de la même manière, pour les structures intercommunales, où il y a vraiment de l'enjeu de pouvoir, on n'est qu'à un peu plus de 10% de direction de présidence par des femmes. Donc on voit bien que oui, les femmes ont été incluses à la fois dans le fait d'avoir le droit de voter, mais aussi d'être éligibles, mais qu'on reste dans une répartition qui n'est pas une répartition indifférenciée, mais qui est vraiment associée à la fois à une inégalité dans le rapport au pouvoir, mais aussi dans le type de mission et de statut qui leur sont assignés. Sciences Po.